Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée pour ce programme. Bienvenue. Et Le Point reçoit ce soir Alain Lubamba, qui est député national pour le quota du PPRD. Il est également vice-président de la commission chargée de relations extérieures au sein de l'hémicycle national, au sein de la plateforme du PPRD. Il a été par le passé vice-ministre du budget, également vice-ministre des Affaires étrangères, mais aussi PCA de CEC. Il a été membre de l'UDEMO à l'époque et maintenant il fait partie du PPRD. C'est un cadre du PPRD. Bienvenue. Merci, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, madame. Je tout dis en ce qui vous concerne. Oui, je crois que c'est suffisamment dit. C'est suffisamment dit. Ouais. Alors maintenant, vous êtes au sein du PPRD, qui est parti cher au président de la République. Vous avez été dans l'UDEMO, je disais tout à l'heure. Alors, l'UDEMO, c'est le parti cher à Zangamobutu. Ouais. Comment va-t-il? Ouais. Oui, j'ai milité il y a quelques années au sein de l'UDEMO, dès sa création en tant que secrétaire général de ce parti, et nous avons cheminé quelque temps. Et à la suite de la mésentente en ce qui concerne la mise en œuvre des idéaux qui ont présidé à la création de ce parti, et nous avons connu une rupture avec le président de l'UDEMO d'antan. Et voilà la raison pour laquelle j'avais pris définitivement congé de l'UDEMO, et après quelques années de réflexion, j'ai pris mon adhésion au sein du PPRD, dans lesquels je milite. Vous gardez quand même de relations en tant qu'humain? Les relations humaines sont au beau fixe. Comment va-t-il? Il se porte bien. Aux dernières nouvelles, il est aux États-Unis en famille. Il pense toujours, il est toujours dans la politique? Ça, je ne sais pas très bien le dire, puisque je ne le vois pas s'exprimer politiquement, donc je ne sais pas s'il a pris sa retraite ou c'est un repli stratégique. Ok. Alors, mais beaucoup de gens regrettent quand même, ou regretteraient de vous voir intégrer le PPRD, alors que, déjà secrétaire général de l'UDEMO, vous devriez en principe créer votre propre parti. Ça vous aurait donné beaucoup plus de crédit et de considération au lieu d'intégrer carrément le PPRD, vu que vous avez déjà aussi une fondation qui porte votre nom. Bon, un parti politique ne se crée pas pour le plaisir de le créer, hein. Il faut en être convaincu soi-même. Il faut se rassurer qu'on ne sera pas un parti de trop et qu'on sera un parti de plus. Et les éléments non seulement n'étaient pas réunis, et je n'ai jamais été convaincu de créer mon propre parti, et j'ai pensé que ma contribution, et je crois que ma contribution au sein de cette première force politique du pays, qui est le PPRD, est significative, et je crois servir la nation au travers du PPRD, et je suis pourquoi très le à l'aise. choix du PPRD? Le choix du PPRD, c'est puisque j'ai toujours milité pour des valeurs qui se préoccupent à l'unité du pays. Le PPRD ne vous avez pas débauché du parti? Non, c'était pas du tout un débauchage. Je vous ai dit que j'ai pris congé et je suis resté pendant longtemps sans engagement politique. Je m'occupais de ma fondation, et quelques années, puisque politique par passion, je devais absolument opter pour un choix. Et vous avez opté pour le PPRD, vous vous êtes créé un espace au sein du PPRD? Par rapport aux idéaux, j'ai opté pour le PPRD, et je crois que j'ai mon espace, puisque je milite, je contribue, et j'ai une voix que j'ai apportée en termes de sièges, que j'ai apportée au PPRD, et dans les cas de réunion interne, nous participons pour non seulement l'épanouissement de ce parti, qui est le PPRD, mais également pour la contribution du PPRD en tant que première force de ce pays à la reconstruction du pays et à la consolidation et à la stabilité, à la stabilité du pays. Ok, vous avez été dernièrement au Congrès.
Vous, c'est-à-dire le PPRD, vous êtes désigné un candidat, vous êtes désigné un nouveau secrétaire général, alors que beaucoup s'attendaient à ce que vous désigniez aussi un candidat à la présidentielle. On arrivera, mais dites-nous, pourquoi le choix est porté sur Movaz Sakani, qui est le nouveau secrétaire général du PPRD? Bon, je crois que d'abord il faut noter que c'est un bon choix, un excellent choix. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais il y a lieu de rappeler que le secrétaire général Movaz Sakani fait partie de la première équipe qui a amené la révolution avec le feu Mzee Laurent Désiré Kabila dans ce pays, révolution qui aujourd'hui a apporté beaucoup de changements. Donc on peut dire qu'il est de ceux-là qui incarnent la genèse même du combat kabiliste. Donc c'est outre les vertus morales et intellectuelles qu'il incarne et aussi les énergies nouvelles qu'il porte, je crois que étant donné qu'il fait partie de ceux-là qui ont même la quintessence de l'essentiel du combat qui a apporté la révolution par Mzee Kabila, il est important aujourd'hui que ce soit un de ces animateurs qui va devoir fédérer et aussi redonner une nouvelle impulsion en recadrant par rapport à l'idéal du combat kabiliste, ce combat qui a libéré ce pays de l'emprise dictatoriale pendant plus de 30 ans. Vous faites bien pour les discours, hein, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les raisons qui ont milité? C'est la même question, je veux dire, parce qu'on sait que Bochab a quand même abattu un travail de titan, 7 ans au sein à la tête du parti, on va dire, en dehors de l'initiateur. Est-ce que le choix de Movaz, c'est juste pour le dialogue et les élections, ou c'est pour relever quelques défis qu'aurait omis l'ancien secrétaire général? Non, d'abord, il faut noter que le choix de l'ambassadeur Movaz n'est pas du fait tout simplement de remplacer le vice-premier ministre Bochab à cause d'une faiblesse quelconque. Il était important en tant que parti légaliste, de respecter la Constitution. Et la Constitution est claire en ce qui concerne l'incompatibilité entre les fonctions au sein du gouvernement et à la tête... N'eût été ça, Bochab aurait continué? Pas forcément. D'abord, il fallait répondre à cette exigence constitutionnelle. Des deux, le vice-premier ministre Bochab a eu un mandat de 7 ans. 7 ans, c'est tout un mandat. Je ne dis pas que c'est trop, je me dis que par rapport à la mission qui lui avait été assignée, non seulement il a accompli avec succès, et il a apporté au parti plus de 130 députés, et le PPRD demeure la première force politique de ce pays, et il a par une stratégie... C'était pas suffisant par rapport... Suffisant par rapport à quoi? 7 ans dans certains pays, c'est le plus long mandat. Il aurait pu obtenir 200 députés, ou pourquoi pas 240 députés, ou la majorité absolue? Non, dans ce système électoral, il est impossible d'avoir qu'un parti et 500 députés à lui seul. Non, mais la majorité absolue, je veux dire 551 députés. Non, mais ce qui est important, c'est que le PPRD a demeuré la première force politique de ce pays. Qu'est-ce que je dis, 251 députés? 251, j'ai bien compris que vous vouliez parler de 251. Mais le PPRD demeure la première force politique de ce pays, ce qui est important, et aussi la représentation dans les institutions parle d'elle-même. Donc le bilan du secrétaire général Bochab a été élogieux, si pas prestigieux, mais il était temps que face aux enjeux de l'heure, étant donné que le challenge n'est pas le même, les défis ne sont pas les mêmes, il est tout à fait normal que le PPRD pense à changer de joueur.
Les défis, c'est le dialogue, les élections, c'est ça? Les défis aujourd'hui, c'est le dialogue pour que nous regardons dans la même direction toutes les filles et tous les fils de ce pays par rapport aux questions importantes du pays. Le défi, c'est également la consolidation de la paix à l'est du pays. Le défi, c'est également l'organisation des élections dans une approche consensuelle pour éviter une catastrophe politique lors de prochaines élections. Et pour cela, je crois que le parti avait besoin de nouvelles énergies, le parti avait besoin de nouveaux joueurs dont les méthodes et tactiques ne sont pas... On va dire que Mova, c'est la dernière carte, ça. Oui, c'est le secrétaire général actuel qui va devoir conduire le parti non seulement au dialogue, mais aussi aux prochaines élections. Et pourquoi vous êtes pas désigné le candidat président de la République? Parce que c'est plutôt ça que beaucoup de gens attendaient. Oui, vous dites beaucoup de gens attendaient, mais nous estimons que nous avons tous les temps pour... Quand vous parlez de tout le temps, vous faites allusion à quoi? Parce que puisque les élections présidentielles, nous avons encore une année et demie pour organiser les élections présidentielles. Même pas une année, 6 mois? Non, les élections locales et les élections des députés provinciaux qui vont nous projeter sur les élections des sénateurs et des gouverneurs. Voilà, qui sont des élections très importantes puisque ça va nous permettre de nous déployer en toile d'araignée sur l'ensemble du territoire. Notre ambition, c'est d'avoir le plus d'élus au niveau local, d'avoir le plus d'élus au niveau des assemblées provinciales et aussi contrôler le gouvernorat de plus de 20 provinces sur le 26. Donc voilà le défi que nous nous assignons. Qui attend le défi de Mova chaque année. Oui, le défi de Mova avec toute l'équipe. Tous les militants du parti. D'accord. D'accord, on va parler du dialogue, puisque ça fait partie du défi. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les concertations nationales, bien qu'historiques, ont été un échec. Alors, on passe de concertation nationale au dialogue politique. Est-ce que vous êtes quand même sûr que cette fois-ci, ça sera une réussite, vu que la plupart des résolutions des concertations nationales n'ont pas été mises en application jusqu'à ce jour? Est-ce que les résolutions qui sortiront du dialogue seront prises en compte? Alors, ce qui est important, c'est d'abord de noter la volonté du chef de l'État de se concerter avec l'ensemble de la nation à travers la concertation. Se sont quand même tenus. Ça nous a permis d'avancer dans une certaine mesure. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées, mais étant donné que le chef de l'État... Oui, les avancées, c'est-à-dire on s'est rendu quand même pour les intéresser ou le rapprocher. Effectivement, là, comme je l'ai dit, la volonté du chef de l'État, c'est de se concerter avec toutes les forces vives de la nation, avec toutes les formations. Le chef de l'État les convie à dialoguer cette fois-ci pour que nous regardions dans la même direction. Est-ce que les résolutions de ce dialogue... Mais une fois que le dialogue est organisé, que les résolutions sont prises, les recommandations sont prises, elles seront d'application, puisque nous voulons un consensus. Quelle est la garantie de ces forces qui ont été absentes pendant les concertations nationales? Nous voulons, comme on dit, du choc d'idées jaillit la lumière, l'union fait la force. Nous voulons que ceux qui n'ont pas pris part autrefois aux concertations nationales, que cette fois-ci, ils prennent part au dialogue pour qu'ensemble, au lieu de faire des contestations des rues ou de télévision, qu'on se mette sur table en tant que décideurs, qu'on décide de la manière dont nous voyons l'organisation des élections, dont nous voyons les questions de la consolidation et de la stabilité politique de notre pays, et que nous voyons aussi cette question pendante qui défraie la chronique, qui est liée au calendrier électoral. Donc il est important que le chef de l'État, étant donné que toutes ces forces qui n'ont pas pris part
aux concertations sont concernés par les élections. Vous faites sûrement allusion à l'UDPS et à l'UNC, mais cette fois-ci, le MLC ne veut plus participer à aucun forum dans ce sens-là parce que il s'est quand même rendu compte que le pouvoir en place cherche à débaucher les gens dans le parti politique et ne veut même plus faire partie d'aucun forum dans le sens. La démarche ne consiste pas à faire du débauchage, encore que le débauchage n'a jamais payé. On a vu ça dans le MLC. Non, ce n'était pas du tout. Après la concertation nationale, ce n'était pas du débauchage. C'est pas du débauchage. Le MLC faisait partie de l'opposition républicaine sous la houlette du président du Sénat, Kengo, et c'est dans ce cadre-là que cette opposition républicaine a proposé ses membres au gouvernement, dont ceux du MLC. Et il n'était pas question pour le président de la République, encore moins l'AMP, de choisir dans des partis politiques des candidats ministrables. Ils ont été proposés par leur parti et à travers l'opposition républicaine. Mais comme vous l'avez noté, aujourd'hui, il est question des élections qui concernent toutes les forces. Le MLC n'en fera pas partie. Oui, ça serait une erreur de sa part, puisque le dialogue est recommandé dans toutes les entités. Le dialogue est même une recommandation des dieux. Même dans un couple, dans une famille, la parole des dieux vous dit que quand on dialogue pour rien ou quand on dialogue on n'a jamais dialogué pour rien. Il n'y a jamais eu de dialogue pour rien. On va pas. Je ne veux pas vous ramener encore aux résolutions, aux recommandations de concertation nationale. Si, il y a des recommandations qui ont été appliquées et ça s'applique au fur et à mesure. Ça s'applique au fur et à mesure. On ne pourra pas prendre toutes les décisions au même moment. Il y a des résolutions qui se prennent. Et comme je l'ai dit, nous avançons petit à petit. Mais puisque nous sommes arrivés au moment d'organiser les élections, l'UDPS est concerné par ces élections, le MLC, l'UNC, le PPRD, voilà. Puisque les partis de l'opposition que vous ciblez les plus, ce sont l'UNC et l'UDPS, et ces derniers ne veulent pas que ce dialogue soit convoqué par le président de la République, mais plutôt par un émissaire de l'ONU, comme la résolution 2098 de l'accord cadre d'Addis Abeba l'indique. Que pensez-vous de cela? Bon, moi, je me dis ce qui est important, c'est de dialoguer. Dialoguer pas de n'importe quelle manière. Il est vrai que le Congolais n'est pas du tout incapable de se prendre en charge, à ce que je sache, pour qu'à chaque instant nous recourions à un arbitre étranger. Ça vous fait pas du mal si vous voulez dialoguer dans la famille et que vous faites appel à un pasteur qui puisse conduire ce dialogue, ça fait pas du mal. Ça ne fait pas du mal. Que le pasteur ne fait pas partie de la famille, il viendra pas. Mais encore que, même quand il s'agit de recourir à un pasteur, on vous dit par les conseillers conjugaux et que l'idéal, c'est que quand il y a un problème entre mari et femme, c'est de le régler. Que proposer. Alors, en ce moment-là, on fera face à un président de la République qui restera toujours en place après 2016. C'est là où non, mais ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit. L'agenda électoral sera déterminé par le dialogue. Encore une fois, l'AMP, le président de la République, est ouvert. Il veut que écouter toutes les forces vives et élaborer un agenda consensuel, un agenda commun par rapport aux élections. Il n'a pas exprimé une volonté d'organiser des élections présidentielles au-delà du délai constitutionnel. Mais tout dépendra de ce qui va ressortir de pourparlers politiques. En parlant de temps, de délai, etc., la semaine prochaine déjà, ce sera la fin de candidature de provinciale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la CENI aura besoin d'un délai supplémentaire? Non, mais je ne suis pas membre de la CENI, mais je pense que la CENI a un calendrier. Vous êtes observateur averti. Oui. Un délai supplémentaire, je ne pense pas. Tout ce que je peux faire, c'est de faire appel à tout le monde, de ne pas hésiter, de déposer de candidature. Le train doit avancer, même si on doit dialoguer. En même temps, la nation doit vivre.
La nation doit vivre, les institutions doivent fonctionner. Entre-temps, les politiques, de leur côté, se parlent. Et quand ils auront trouvé des résolutions, un compromis commun, nous allons voir comment pouvoir rendre ce compromis opérationnel par rapport à ce qui a été prévu avant. De toutes les façons, ce compromis va devoir s'imposer face à ce qui a été projeté bien avant. Alors que la question sur l'audit du fichier électoral et l'enrôlement des nouveaux majeurs et les jeunes entre 18 et 22 ans se posent, est-ce que vous ne pensez pas que si on n'arrive pas à résoudre ce problème, on retombera dans des Mais justement, il faut se parler, il faut dialoguer. Il ne faut pas fuir le dialogue, il ne faut pas refuser le dialogue. Il faut se mettre autour d'une table pour parler en se regardant dans les yeux, et en se parlant sincèrement sur l'enrôlement des mineurs, puisqu'il y a des implications en termes de temps, en termes de moyens financiers, en termes de moyens techniques, en termes même de la lecture que les uns et les autres se font. Certains pensent que c'est la continuité du processus qui avait été amorcé depuis 2006 ou de 2011, et certains pensent qu'il faudrait qu'il y ait une rupture, et c'est un autre cycle électoral qui devra commencer, et pour ça, il faut absolument se mettre ensemble et trouver un compromis, et je crois que si les Congolais se mettent ensemble, ils vont devoir trouver un compromis sur la manière de réviser le fichier électoral s'il y a lieu, sur le recensement ou l'identification de la population, ou carrément l'enrôlement de nouveaux majeurs. Mais voilà, on se rend compte que tout tourne autour du dialogue finalement. Et c'est important de dialoguer. Si les résolutions de ce dialogue, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, touchent à la CENI, c'est-à-dire parce que la CENI ne veut pas prendre en compte les désidératas des opposants, et si dans ce dialogue... De toutes les façons, ce compromis-là va devoir engager. Parmi les résolutions de ces dialogues touchent au calendrier, à la révision ou à une autre formulation en rapport avec le calendrier électoral, est-ce que la CENI sera prête, cette CENI aujourd'hui qui passe pour un pouvoir alors que ce n'est qu'un service, est-ce qu'elle prendra en compte ces résolutions? Mais puisque vous dites que c'est un service, et je suis d'accord avec vous que c'est un service, qui passe pour un pouvoir, une fois que le compromis est trouvé... Vous êtes quand même bien d'accord avec moi que dans la faisabilité et dans l'agissement de la CENI, puisque même on a entendu le président de la CENI qui dit que le calendrier électoral est exécutoire. On a l'impression que la CENI devient un pouvoir et non un service. Oui, ce calendrier est exécutoire dès par les compétences leur conférées par la loi, étant donné qu'il n'y a pas une proposition contraire. Il n'y a pas un schéma contraire. La CENI doit fonctionner au jour le jour. Et ce schéma contraire qui a été proposé par l'opposition sans aller au dialogue, pourquoi n'a-t-on pas pris ça en compte? Encore que ça a été proposé dans quel cadre? D'où l'importance d'un compromis politique, pour que cela soit opposable à la CENI. Il faudrait que ça ressorte d'un compromis politique. Il ne suffit pas qu'un opposant passe sur une chaîne de télévision, fasse une déclaration par rapport au calendrier, et vous pensez que la CENI devrait changer puisque tel opposant a pensé que... Mais encore que même dans l'opposition, il y a ceux-là qui pensent qu'il faut déposer les candidatures. Il y a des partis qui sont d'accord pour déposer juste simplement pour ne pas faire la politique de la chaise vide, on va passer à la décentralisation. Il y a certains qui pensent que la politique de la chaise vide n'est pas bonne, et qu'il est important le dialogue est indispensable, est incontournable. Okay. Si nous aimons ce pays, et si nous voulons la stabilité de ce pays, nous voulons un atterrissage en douceur, et à l'issue de prochaines élections, si nous voulons des élections apaisées, il nous faut dialoguer. Okay. Et aujourd'hui, le chef de l'État, l'AMP, le PPRD est disposé à dialoguer et disposé à avoir un compromis sur toutes les questions pendantes. Ok, on va parler de la décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le pouvoir
constituant qui a initié la Constitution s'est trompé du fait que il a voulu ce pouvoir faire passer les 11 provinces à 26 provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le constituant s'est-il trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Il n'a fait que a mis en œuvre la volonté exprimée par le Congolais lors du référendum, ce qui est clairement noté dans la Constitution. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que les constituants étaient en retard. Il est en train de mettre en œuvre les nouvelles provinces avec un grand retard. La demande a été exprimée encore une fois à Sun City et au référendum, tous les Congolais à travers le pays ont voté pour la Constitution pour les 26 provinces. Donc il était temps que cette mesure soit d'application. Alors vous pensez que cela est-il faisable en ce moment aussi? Oui, c'est faisable. C'est faisable. Tout relève de la volonté. Et tout l'arsenal juridique a été mis en place, donc nous sommes déjà dans une phase opérationnelle. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous asphyxier, vous, c'est-à-dire le pouvoir exécutif ou le pouvoir en place, en embrassant tout, en voulant tout faire au même moment, alors que le délai... Mais qu'est-ce que vous appelez tout faire au même moment? Le temps joue contre vous. Non, il y a... Mais... la question de la décentralisation ou de la mise en œuvre de nouvelles provinces n'a rien à voir avec des élections. Justement, alors que la mise en œuvre de ces nouvelles provinces n'ont pas toutes les... C'est-à-dire toutes les lois relatives avec cette mise en œuvre elles ne sont pas toutes votées, alors que vous êtes à moins d'un mois de la fin de la session de mars. Non. L'arsenal lié à la mise en œuvre de nouvelles provinces est, à ma connaissance, bien incomplète. Je crois que vous voulez parler de différentes lois liées à l'organisation des élections locales. Je parle... qui détermine le nombre de sièges au niveau local. Oui, justement, qui touche à la décentralisation. Non, c'est au découpage de provinces, je veux dire. Non, c'est deux choses différentes. Il faut laisser les découpages se mettre en œuvre. Ça ne va empiéter en rien l'organisation des élections. Et d'autre part, les politiques ou l'Assemblée nationale va devoir s'atteler pour mettre à la disposition de la CENI les lois qui déterminent le nombre de sièges au niveau local. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que pour que les provinces se développent, il faudrait qu'elles soient découpées en morceaux ou qu'elles soient autonomes dans la gestion de leur province, c'est-à-dire que la rétrocession de 40% leur soit rétrocédée et qu'elles puissent avoir une certaine autonomité dans la gestion de la province, de leur province? Oui, madame, on ne rétrocède que ce qu'on a donné en termes de contribution au trésor public. Aujourd'hui, il est important que le pouvoir se rapproche. Dans une république, un pays à la dimension continentale, il est important que le pouvoir soit rapproché des administrés. Vous conviendrez avec moi qu'il y a deux coins de ce pays dans lesquels il n'y a même pas un seul policier. Deux coins... Mais justement, cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que cette incapacité de pouvoir bien gérer sa province est due au fait que le pouvoir central se confère ce pouvoir, ne laisse pas l'autonomisation aux provinces de pouvoir se gérer. D'où la réponse est dans la décentralisation. La réponse est dans la découpage, dans le découpage. Le découpage en 26 provinces, non seulement ça nous permettra d'avoir des entités dans une dimension normalement gérable, qui seront gérées de manière souple, et ça permettra à ce que un gouverneur soit proche de ses administrés. Vous prenez par exemple je dis comme ça, le Katanga, que je connais bien autant que ma province d'origine, le Kasaï, le Katanga, puisque je suis né. Tu as un gouvernement provincial à Lubumbashi, mais pour qu'il soit renseigné de ce qui se passe à Muchacha,
Oui, mais et comment, encore que les moyens technologiques ne suivent pas. Oui, mais et ça là, ne il se suivra, pose un problème. Ça ne suivra pas aujourd'hui. Ça ne suivra pas mots, aujourd'hui parce que les infrastructures ne suivent pas pour la création de ces nouvelles provinces. Vous savez, madame, à l'époque, nous étions encore très jeunes, quand le maréchal Mobutu avait pris la décision de découper la province du Kivu, ceux du Maniema avaient exprimé le même doute, les mêmes inquiétudes, le même regret. Aujourd'hui, avant ça, on est passé de 9 provinces à 22 provinces. Avant les découpages du Grand Kivu, on est passé de 9 provinces à 22 provinces et on y est revenu à 9 provinces. Est-ce que c'est possible qu'on revienne sur 11 provinces? Non, je crois que le train est en marche. Il faut laisser les découpages se matérialiser. Ce pays a besoin de se gérer en prenant en compte les Congolais d'en bas, les Congolais qui est dans l'arrière-pays, qui ne sait pas ce qui se passe à Kinshasa, qui ne sait pas ce qui se passe dans le chef-lieu de sa province et qui a besoin d'avoir des interlocuteurs en termes de décision en face de lui pour lui parler, pour l'écouter et pour le rassurer. Lubamba, honorable député national, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous avez été apte parce qu'on vous a contacté qu'hier et vous êtes là. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Je vous remercie aussi pour votre disponibilité. Vous avez pris 45 minutes pour suivre cet entretien. On se revoit la semaine prochaine et bonne semaine à toutes et à tous.